vous reconnaissez certainement la musique de Profondo Rosso, Les frissons de l'angoisse en français, le premier film qui était programmé pour cette nuit Dario Argento, de l'épouvantable vendredi à l'Institut Lumière de Lyon. 4 films de Dario Argento au programme jusqu'à 5h du matin, donc bon, là on n'est pas dans un dossier tel qu'ils peuvent être la plupart du temps. On va simplement explorer rapidement les 4 films qui étaient au programme, sachant que on vous a déjà beaucoup parlé du premier, donc Les frissons de l'angoisse, sorti en 1975, qui est un film très très intéressant, qui est probablement le chef-d'œuvre ultime de Dario Argento, celui sur lequel il va réellement affirmer son style et affirmer quelque chose d'autre justement que ce style visuel si reconnaissable, puisqu'on retrouve au casting l'adorable, j'ai envie de dire, David Hemmings, qui est le David Hemmings de Blow Up, de Michelangelo Antonioni, et on retrouve un petit peu ce personnage dans Les frissons de l'angoisse qui va se fondre avec le personnage typique du giallo, puisqu'on va restituer un petit peu les choses. Le giallo, c'est un sous-genre du cinéma italien, du thriller italien, qui puise cette appellation dans la couleur qu'arboraient les romans policiers dans les années 60-70 en Italie, à savoir donc des couvertures qui étaient jaunes, et ces couvertures jaunes correspondaient aux romans policiers qui avaient pour caractéristique de mettre en scène, plutôt de mettre en page, en mots, des meurtres mystérieux perpétrés à l'arme blanche. C'est très important, parce que c'est beaucoup plus spectaculaire évidemment. Et puis il y avait dans ces romans donc une enquête et toujours un témoin qui n'était jamais vraiment sûr d'avoir vu ce qu'il avait vu, et qui allait donc malgré lui participer à l'enquête, qui était toujours faite de dénouements, de rebondissements et de petits retournements de situation quant à la découverte du coupable du meurtre. Et donc, dans Les frissons de l'angoisse, on est vraiment dans ça, c'est-à-dire que le personnage de Marcus, qui est donc joué par David Hemmings, va assister à un meurtre, il va apercevoir le tueur, et il va surtout voir une peinture dans un couloir qui disparaît. Et il va être perturbé par cette peinture qui disparaît, qui va en fait se révéler être la clé. Je vous en dis pas plus, puisque le retournement est absolument magistral, et met en lumière l'aspect beaucoup plus profond que le simple giallo que va mettre en place Dario Argento, puisqu'il va à la fois effectivement faire un giallo avec toutes ses composantes, des meurtres sanglants typiquement Argento, avec un rouge très très rouge, Profondo Rosso, le rouge profond, c'est un rouge très pétant, le rouge du sang, le rouge des couleurs, le rouge des lumières. Ce sera encore plus visible dans son film d'après, Suspiria, dont on parle dans quelques instants. Mais surtout, il va mettre en scène les puissances du visible, c'est-à-dire que c'est quelque chose de purement cinématographique, c'est-à-dire qu'est-ce que le regard révèle, mais surtout dissimule. Lorsque l'on voit quelque chose, est-ce que c'est une illusion ou est-ce une réalité ? Et quand l'illusion surtout se confond avec la réalité. Et c'est là où Les frissons d'angoisse est absolument passionnant, puisque c'est vraiment cette idée que le témoin a vu quelque chose, mais qu'il n'est pas sûr de ce qu'il a vu, et que le spectateur doute autant que lui jusqu'au retournement final. Et donc, je vous invite à voir ce film qui est absolument passionnant au premier sens du terme. Ensuite, au programme, un film de 1977, réalisé donc 2 ans plus tard, qui est certainement le classique, du moins le film le plus connu de Dario Argento, Suspiria, qui raconte l'histoire de Suzy Banner, qui arrive en Allemagne pour intégrer une prestigieuse école de danse, mais elle va découvrir que cette école cache certainement un mystère, que bien sûr je ne vous révèle pas, même si je peux vous révéler que c'est lié à une certaine forme de sorcellerie. En tout cas, elle va être confrontée à beaucoup de mystères, et c'est une fois de plus ce qui est au centre du récit que développe Argento, c'est vraiment le mystère que l'on va révéler petit à petit, et le spectateur découvre ça en même temps que le personnage. Ce qu'il y a de remarquable également sur Suspiria, c'est la photographie du film, qui est vraiment inoubliable et qui fait, je crois, l'aspect culte du film, ce qui fait en tout cas que tout le monde le retient. Puisque Argento va utiliser le Technicolor pour ce film, et d'ailleurs, petite anecdote, c'est le dernier film à utiliser le Technicolor, puisqu'en 1977, c'est une technique qui n'est plus utilisée. Mais Dario Argento voulait utiliser cette technique du Technicolor pour justement faire exploser littéralement les contrastes de couleurs. C'est-à-dire que vous n'avez jamais une seule séquence qui est filmée avec une lumière, disons, naturelle, traditionnelle, une lumière naturalisante. La lumière, à tous les moments du film, est poussée à l'extrême. Beaucoup trop rouge, beaucoup trop verte, beaucoup trop bleue. Et des lumières en plus, des couleurs plus que des lumières du coup, volontairement criardes, volontairement marquantes. Et c'est là où le cinéma de Dario Argento montre une certaine mutation d'un film à l'autre. C'est que il peut passer du giallo très traditionnel, qui sont des films de genre certes, mais qui sont finalement des films policiers, ancrés dans le réel, qui sont des films qui racontent une histoire,
dans laquelle on a envie de croire. En tout cas, on a envie de croire qu'elle pourrait arriver. Mais avec Suspiria, il affirme un autre pan de sa filmographie. C'est le film giallo, même si on n'est pas vraiment dans le giallo dans Suspiria, on est plus dans le film d'horreur, dans le film à suspense pur, puisqu'il y a aussi cette histoire de sorcellerie, mais teinté de fantastique. Et un fantastique qui s'insuffle dans le film, qui s'insinue doucement et qui passe non pas par une explosion d'effets complètement fantasmagoriques, puisqu'il va même brouiller les pistes. Il y a une séquence mythique dans laquelle des asticots se mettent à tomber du plafond. Scène cauchemardesque. On se dit, la maison est tentée, l'école de danse est tentée, c'est abominable. Sauf qu'il monte au grenier et il découvre une caisse de viande périmée qu'ils ont oubliée au grenier et qui est en fait la source de ces asticots. Donc Argento s'amuse à brouiller les pistes pour nous dire, vous êtes dans un monde fantasmagorique puisque les lumières à aucun moment ne sont crédibles, elles sont beaucoup trop contrastées, elles sont beaucoup trop étranges pour qu'on soit dans le réel, mais tout est finalement expliqué. Et ce qu'on prend pour du fantastique est du réel. Jusqu'évidemment, au final, qui est un retournement de situation, qui est une révélation une fois de plus, on révèle le mystère, on ouvre la porte, il y a beaucoup d'ouvertures de portes chez Dario Argento, on ouvre la porte pour révéler le mystère, et là, on se rend compte de toute l'horreur de la vérité qui se cache dans ce manoir, enfin plutôt dans cette école de danse. Ensuite, un film un petit peu moins connu, mais qui fait quand même partie des grands classiques d'Argento, qui est Ténèbres, qui a été réalisé en 1977, la même année donc que Suspiria, mais qui correspond plus au penchant dont on parlait du giallo pur. C'est-à-dire qu'on est ancré, encore une fois, on est plus proche donc des frissons de l'angoisse, puisqu'on est encore une fois ancré dans le réel, on est vraiment face à une histoire policière et à une énigme dans laquelle va être amené un des personnages principaux, le personnage principal, qui est donc Peter Neal, qui est un écrivain qui arrive à Rome pour présenter son nouveau roman et qui va découvrir qu'un meurtre s'est déroulé de façon similaire au premier meurtre qui est dans son roman, qui est donc un roman policier, on le devine, qui s'appelle Ténèbres, comme le film. Et la victime a été retrouvée avec des pages de son livre dans la bouche. Donc à partir de là, il va évidemment être rattaché à cette enquête et il va malgré lui se retrouver au milieu de tout ce mystère. Évidemment, les choses vont avancer, les meurtres vont se multiplier, de plus en plus gore, de plus en plus inventif au niveau de la mise en scène du gore, du sang qui gicle, du sang beaucoup trop rouge. Et le personnage va donc, au fur et à mesure, découvrir la vérité en même temps que le spectateur. Et évidemment, on est dans un giallo, on est dans une enquête, il y a des témoins, on n'est jamais sûr de ce qu'on a entendu, parce que j'ai dit que les témoins étaient oculaires, mais c'est souvent des témoins auditifs aussi. On n'est jamais sûr de ce qu'on voit, mais on est encore moins sûr de ce qu'on entend. Et évidemment, le spectateur se voit trompé, en tout cas, la vérité lui éclate en plein visage à la fin du film, et il se retrouve évidemment très très surpris, puisque le fond du giallo, c'est évidemment le rebondissement, la surprise, l'inattendu. Dernier film de cette petite programmation, certainement un des films connus de la vague populaire de Dario Argento, puisqu'on rappelle que Dario Argento, jusque dans les années 90, c'est un auteur qui a acquis une reconnaissance, et à partir du moment où il a acquis cette reconnaissance qu'il n'avait pas vraiment quand il faisait ses grands succès, les films qui sont considérés comme ses classiques, il était en quelque sorte, on peut le dire, méprisé par la critique, par l'institution cinématographique. Mais à partir des années 90, quand il devient véritablement connu, reconnu par les critiques, par les universitaires, c'est à partir de là qu'il fait des films beaucoup moins intéressants. Et donc, à cette jonction-là, il y a Phénoména, un film qui, à l'époque, n'est pas très bien reçu et aujourd'hui, n'est pas spécialement bien vu. C'est un film assez délirant, qui raconte l'histoire de Jennifer, qui est une somnambule qui arrive dans une école pour filles en Suisse et qui va aider un spécialiste des insectes à résoudre des affaires de meurtre en série de jeunes filles, puisque elle-même a une communication très particulière avec les insectes. Vous le comprenez, le récit est teinté une fois de plus de fantastique, de fantasmagorique, de rêve, de cauchemar. En tout cas, on est vraiment au croisement entre l'éveil et l'endormissement. On ne sait jamais ce qui se passe vraiment, ce qui est dans l'esprit de la jeune fille ou ce qui est effectivement en train de se passer à l'écran. En tout cas, on peut vraiment apprécier dans ce film quelques expérimentations visuelles encore plus audacieuses que d'autres qui ont pu être mises en place sur les précédents films dont on a parlé, puisque Dario Argento est un explorateur de la mise en scène. C'est le gros plan poussé à l'extrême, l'insert microscopique où il va filmer en très très gros plan des tout petits objets qui sont en fait les détails importants, c'est les clés du puzzle. Évidemment, tout se joue dans l'infiniment petit, dans le détail qui devient immense une fois qu'on révèle la vérité qu'il cache. Et c'est pour ça que les inserts chez Dario Argento, sur les couteaux, sur les épingles, sur les petites poupées
dans Les Frissons de l'Angoisse sont importants, puisqu'il met en scène la grandeur des détails si on apprend à bien les regarder. Et on a ça dans Phénoména, mais au travers de plein d'autres idées de mise en scène complètement folles. Des plans de couloirs totalement blancs qui viennent s'interposer en plein milieu d'une séquence et qui finalement choquent évidemment le spectateur, mais lui font prendre conscience d'une certaine dimension quand même du récit. On n'est pas dans la gratuité, on n'est pas dans l'exploration infantilisante, l'exploration puérile du montage et du cinéma, on est vraiment dans une démarche de mise en scène assez intéressante et en tout cas qui sert ce récit très étrange, déconcertant. Une fois de plus, je ne vous révèle pas la fin, mais c'est certainement une des fins les plus étonnantes du cinéma de Dario Argento de cette époque. Je suis très content parce que j'ai l'impression que j'ai donné envie, en tout cas c'était le but de donner envie aux spectateurs de redécouvrir une nouvelle fois le cinéma de Dario Argento. Moi ça m'a redonné envie. Qui est un auteur assez sous-estimé, même s'il a une reconnaissance aujourd'hui, évidemment on lui consacre une nuit à l'Institut Lumière, mais il a encore ce statut d'auteur de série B, et effectivement, aujourd'hui il fait principalement des séries B, même s'il y a quand même quelques petites choses qu'il fait qui sont sympathiques. Par exemple les épisodes qu'il a réalisés pour les séries d'anthologie Masters of Horror, il a fait un épisode pour chaque saison, donc c'est une série en fait qui donne 1 heure à des grands réalisateurs de films d'horreur pour faire un film en fait, un film d'1 heure, et c'est sous forme de série du coup. Et donc on a Toby Hooper, on a Wes Craven, on a Dario Argento, on a Takashi Miike, on a tout un panel de grands réalisateurs, et Dario Argento a fait ses derniers grands films en tout cas sont issus de ces 2 séries, de ces 2 saisons de cette série du moins. Mais c'est vrai, donc je disais qu'aujourd'hui Dario Argento fait beaucoup de films de série B, mais il faut quand même se souvenir que certains de ces grands films, et notamment Les Frissons de l'Angoisse, qui est vraiment un film que je défends énormément, sont des grands films. Il ne faut pas les regarder comme des simples illustrations du film de genre, comme une simple illustration du giallo. C'est non seulement une réappropriation très personnelle et très intelligente du giallo, mais c'est surtout un très grand film de genre et un très grand film tout court. Et en tout cas, ce genre de soirée qui a été magnifiquement organisée par l'Institut Lumière, a été magnifiquement programmée, permet de se rendre compte que Dario Argento, c'est avant tout un cinéaste et même un grand cinéaste. Bah voilà, ça donne envie de le retrouver. C'est vrai que Dario Argento, moi je trouve que c'est... Il est peut-être assez générationnel aussi. Moi, je regardais ça il y a 10 ans, il y a 10-15 ans. Et il évolue beaucoup avec son époque. Je vais pas parler de la musique dans ses films, mais c'est vrai que les musiques... Et là, ça va, parce que ça a été composé pour le film, mais la musique choque un peu. Ça fait partie des choses que j'aime un peu moins chez Dario Argento, c'est la musique, parce que... il prend vraiment des musiques générationnelles, mais tellement générationnelles que c'est typiquement le genre de musique qui se démode très vite, qui devient kitsch. Et du coup, ça donne un côté kitsch à ces films. Visuellement, les films sont parfois kitsch, et quand ils sont pas visuellement kitsch, c'est la musique qui crée ce décalage qui est, c'est vrai, sympathique, mais qui fait perdre la vraie grandeur des films. Et par exemple, je trouve que Les Frissons de l'Angoisse échappent à ça, puisque la musique est étonnante, c'est vrai, elle est composée par les Goblins. Là, on est en train d'écouter les Goblins, je pense qu'on dit. Donc là, c'est la musique de Suspiria, mais ils ont également fait la musique des Frissons de l'Angoisse, et c'est des compositions très particulières qui sont très ancrées dans les années 70. Mais c'est vrai que la musique crée un petit décalage. Soit on replace ça dans le contexte, soit on regarde ça avec une oreille, enfin on entend ça avec une oreille amusée, et avec, comme tu le dis, la nostalgie, en tout cas le côté générationnel. Et je pense que ça peut desservir l'aspect grand film de certains Dario Argento, notamment Phénoména, qui utilise des musiques d'Iron Maiden de façon assez étrange pendant des scènes d'exploration où on a du rock en fond. J'aime beaucoup Iron Maiden, hein, mais ça fonctionne pas très bien sur ces séquences-là. Peut-être qu'à l'époque ça fonctionnait parce qu'on aimait écouter Iron Maiden à ces moments-là, mais aujourd'hui c'est un décalage. Et là vous écoutez la musique de Ténèbres, qui ne prête pas forcément au film d'horreur, par exemple.